Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 27 août 2025 et notre ami Scott Ritter est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, Scott. Merci de m'avoir invité. Permettez-moi de commencer par l'une des questions les plus fondamentales et essentielles concernant le conflit en Ukraine. J'ignore si le président russe en a parlé lors de sa rencontre avec Donald Trump, à savoir la question de l'envoi de davantage d'armes à l'Ukraine. Voici ce qu'a déclaré Donald Trump. Ils n'ont pas payé les 2 et ils ont payé les 5. Donc comme vous le savez, nous vendons une quantité énorme d'équipements à l'OTAN. Nous ne dépensons pas d'argent, nous en gagnons. Mais je ne veux pas parler de gagner de l'argent. Je veux parler du fait que nous ne finançons plus l'Ukraine, mais que nous essayons d'arrêter la guerre ou les tueries en Ukraine. Donc nous vendons des missiles et du matériel militaire, des millions et finalement des milliards de dollars aux membres de l'OTAN avec qui j'entretiens d'excellentes relations. Mais c'était un voyage incroyable. Donc ils financent toute la guerre. Nous ne finançons rien. Je pense que c'est un point important à souligner car beaucoup de gens ne le comprennent pas. Je ne vois pas pourquoi l'Europe aurait besoin d'armes. Ils ne combattent personne. Il sait que ces armes iront en Ukraine si les Européens les reçoivent. Et il a en quelque sorte avoué qu'il s'inquiète de ce qui se passe en termes de pertes humaines. Comment est-il possible d'envoyer plus d'armes tout en se préoccupant de ce qui s'y passe? Nima, tu vas devenir fou à essayer d'imaginer une pensée rationnelle avec la politique de Donald Trump sur l'Ukraine. C'est impossible. C'est mission impossible. Donald Trump, il ne s'agit pas ici de politique de sécurité nationale. Il ne s'agit pas de politique étrangère. Il s'agit de politique intérieure. Donald Trump essaie de satisfaire un public national et plusieurs publics nationaux en même temps. Il a sa base qui dit en avoir assez que l'argent américain soit envoyé pour financer l'Ukraine. Et puis il a son opposition politique, ou ce que j'appellerais les traîtres parmi nous, ceux qui prétendent soutenir Donald Trump, mais qui en réalité s'opposent farouchement à toute politique qui mettrait fin à ce conflit selon des conditions acceptables pour la Fédération de Russie. Il doit donc passer par des manœuvres très compliquées. Il ne se soucie pas des morts parce qu'il ne sait pas les compter. Il se contente de répéter les chiffres qu'on lui donne. S'il se souciait vraiment des morts, il voudrait réellement connaître la réalité et comprendre pourquoi elle est importante. Il vit dans un monde imaginaire où la Russie perd plus d'hommes que l'Ukraine, où les Ukrainiens subissent des pertes à un rythme soutenable, ce qui signifie que l'Ukraine a le potentiel de poursuivre ce conflit. Selon ces chiffres, la Russie n'est pas en mesure de tenir sur la durée. Par conséquent, l'idée de continuer cette guerre pour faire pression sur la Russie lui semble logique. Mais la réalité, c'est que nous savons maintenant que 1,7 million d'Ukrainiens sont morts ou portés disparus. Je pense qu'il y en a quelques centaines de milliers parmi eux qui pourraient être portés disparus, mais ils sont probablement morts. Ce chiffre va augmenter, car selon les mêmes données divulguées du ministère ukrainien de la Défense, 625 000 de ces morts ou disparus proviennent de cette année seulement. Cela fait 90 000 par mois, et ce chiffre continue d'augmenter parce que la Russie domine complètement. Cela signifie donc que chaque mois, 90 000, bientôt 100 000 Ukrainiens meurent ou disparaissent. Ce sont des chiffres énormes. Si Trump se souciait de l'Ukraine, il dirait qu'il faut mettre fin à cette guerre, car ces chiffres ne feront qu'empirer. Les chiffres de la Russie sont importants, mais pas tant que ça. Actuellement, on estime que la Russie perd un mort pour chaque 10
13 ou 15 morts ukrainiens. Donc les pertes russes sont bien inférieures à celles des Ukrainiens. Cela reste de gros chiffres. Je ne dis pas que la Russie traverse tout cela facilement. C'est un combat difficile. C'est l'un des affrontements les plus intenses depuis la Seconde Guerre mondiale. Au moins, Donald Trump comprend cet aspect-là. Il commence à réaliser qu'il s'agit d'un nouveau type de guerre. Il a parlé l'autre jour de la guerre par drone et de la réalité de cette guerre. Mais vous savez, il ne peut pas se permettre de se retrouver acculé, c'est-à-dire de donner l'impression qu'il a cédé à la Russie. Donc il est obligé de dire des choses stupides et de faire des choses stupides. C'est pourquoi, l'autre jour, il a publié sur les réseaux sociaux que l'Ukraine avait la capacité d'attaquer la Russie. Personne n'a jamais gagné une guerre en restant sur la défensive. Il faut avoir la capacité d'attaquer. Il a associé cela à une annonce selon laquelle les États-Unis, d'après un article du Wall Street Journal, allaient vendre environ 3000 armes à longue portée, des missiles ATACMS, ou je ne sais pas ce que signifie le A, à l'Ukraine. Et à première vue, on se dit quoi? Parce que n'était-ce pas Donald Trump qui avait compris en décembre 2024 que le feu vert donné par l'administration Biden à l'utilisation des missiles ATACMS pour cibler des actifs stratégiques russes nous avait menés au bord de la guerre nucléaire. Trump l'avait compris. C'est pourquoi il a dit « Je ne poursuivrai pas cette politique ». Maintenant, il applique cette politique simplement en utilisant un autre système d'armes. Mais analysons cela, parce que c'est ce qu'il a dit. Il adopte une posture en ce moment pour que personne ne puisse dire « Oh, tu ne soutiens pas l'Ukraine ». Il a dit « Non, 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 nous ne payons tout simplement pas pour ça. Mais l'OTAN paie pour ça. » Souvenez-vous de ces 10 batteries patriotes qu'ils allaient fournir. L'ensemble complet. J'adore ce terme. L'ensemble complet. C'est tellement rassurant. Ça donne vraiment un sentiment de bien-être, de sécurité. Et maintenant, j'imagine qu'on fournit aussi l'ensemble complet de missiles et rames. Mais ces batteries patriotes ne seront jamais livrées à l'Ukraine. D'abord, il faut les produire. Il faut faire la queue. Beaucoup de gens cherchent à obtenir des batteries patriotes et des missiles patriotes. Israël en a utilisé un grand nombre, ces remplacements. Les États-Unis n'en ont plus du tout. Nous devons renforcer nos forces. Donc, une fois que nous commencerons à les produire et à les envoyer en Europe pour qu'ils puissent être transférés à l'Ukraine, on parle de 2027-2028. Il n'y aura plus d'Ukraine d'ici là. Elle ne tiendra pas beaucoup plus longtemps. L'ERAM est un système conçu en 2023. Il n'existait pas. En fait, il n'existe toujours pas. Je veux dire, ils ont passé 2 ans à le développer. Je crois qu'il a peut-être réussi son dernier essai, mais il n'est pas encore en production en série. Cela signifie que si on le construit, on ne fabrique que des prototypes pour des essais. Ils ne sont pas encore conçus pour être livrés à l'Ukraine. Et pourtant, dans 6 semaines, Donald Trump affirme qu'il commencera la livraison. Cela signifie que, supposons pour faire cette annonce, que le système a maintenant passé son évaluation finale. La production maximale que les États-Unis pourront atteindre en tournant à plein régime est de 1000 missiles par an. Cela veut dire que pour atteindre ce que Donald Trump promet, il faudra au moins 3 ans et demi avant que l'ensemble complet n'arrive sur place. Mais certains missiles pourraient être livrés, quelques-uns, une douzaine pour commencer. Mais ensuite, il y a les petits caractères. L'Ukraine ne peut pas utiliser ces missiles sans l'autorisation de l'Amérique. Seule l'Amérique peut désigner les cibles. Et si vous pensez que Donald Trump va permettre aux États-Unis de désigner les cibles pour les missiles ERAM, sachant qu'en le faisant, cela ferme la porte à toute possibilité de paix, parce que vous devenez un participant direct à la guerre, cela n'arrivera pas. Tout est repoussé de 6 mois.
Je pense que Donald Trump espère que dans 6 mois, il y aura une nouvelle réalité sur le terrain. Une réalité qui obligera les Ukrainiens à accepter les conditions russes sans compromis, ce qui pourrait mettre fin à cette guerre. Sinon, vous savez, cette guerre continuera jusqu'à ce que la Russie atteigne tous ses objectifs. Et malheureusement, pour atteindre ces objectifs, la Russie sera amenée à détruire l'armée ukrainienne. Ils sont 800 000 là-bas aujourd'hui. Je pense que la Russie, d'ici la fin de tout cela, finira par tuer encore 250 000 à 300 000 Ukrainiens. C'est simplement comme ça que les choses se passent. C'est la réalité de la guerre. Donc vous savez, c'est la réalité. Donald Trump dit certaines choses, mais en réalité, rien de concret ne sera livré. Donald Trump a des ambitions plus importantes. Il cherche à relancer un traité stratégique sur le nucléaire avec les Russes. Il essaie de mettre en place, vous savez, des entreprises conjointes rentables, une exploitation et une exploration commune de l'Arctique. Je crois que c'est Chevron qui vient tout juste d'obtenir le feu vert pour retourner dans le secteur pétrolier russe. Vous savez, Trump a dit, oui, nous sommes favorables à cela. C'est des milliards de dollars. Et après Chevron, d'autres géants américains de l'énergie vont revenir sur le marché russe. C'est ça qui intéresse Donald Trump. L'Ukraine, il s'en fiche. En fait, aujourd'hui, ou je crois que c'était hier, il a dit « Qu'est-ce que l'Ukraine attendait en allant en guerre contre la Russie? Ils se sont fait botter les fesses. » Il reconnaît cette réalité. C'est simplement un jeu politique qui se joue en ce moment, car il y a une énorme opposition aux États-Unis, en Europe, et une collusion entre l'Europe et les États-Unis pour empêcher Donald Trump d'avoir de meilleures relations avec la Russie. Et malheureusement, ces personnes qui s'opposent à de meilleures relations avec la Russie sont prêtes à sacrifier l'Ukraine pour parvenir à leur fin. Et quand je dis sacrifier, je veux dire littéralement sacrifier l'Ukraine. Ils détruisent le patrimoine génétique de l'Ukraine. Bientôt, ils enverront des jeunes de 18 ans sur le front. Quand cela arrivera, ce sera fini. L'Ukraine sera terminée en tant que nation, car il ne restera qu'un groupe de femmes et il n'y aura plus d'hommes. Et ce sera tout. Vous avez dit que c'est une décision qui revient aux Ukrainiens, mais qui va vraiment en décider. Est-ce uniquement à l'Ukraine de trancher, ou parlez-vous aussi des Européens et de l'establishment aux États-Unis? Eh bien, je veux dire, les Européens et l'establishment aux États-Unis pensent qu'ils vont être ceux qui prendront la décision. Mais ce n'est pas le cas. La seule partie qui prend la décision, c'est la Russie. La Russie contrôle totalement le récit ici. La Russie ne cède pas. La Russie propose des compromis cosmétiques, mais comprend aussi que même les compromis cosmétiques qu'elle met sur la table, l'Ukraine ne les acceptera pas. Et vous savez, donc maintenant la Russie, regardez Steve Witkoff à la Maison-Blanche hier avec le cabinet réuni, disant, vous savez, la Russie a fait des concessions. La Russie est prête à faire des concessions. La Russie est prête à travailler avec nous. L'Ukraine, non. Mais il considère cela comme un point positif parce que les Russes font des concessions. Donc au final, ce ne seront pas les Russes à qui l'on demandera de faire des changements radicaux. Ce seront les Ukrainiens à qui l'on demandera de les accepter. Une reddition sans condition. Et pour l'instant, Zelensky est incapable d'accepter cela, ce qui signifie que ce conflit va continuer. Chaque jour qui passe, la situation empire pour les Ukrainiens. Il n'y a aucune bonne nouvelle venant d'Ukraine. Aucune. Et malheureusement, je ne sais pas si tu as vu l'interview avec Scott Besson à propos des avoirs russes gelés. Il a dit que les Européens pouvaient les utiliser comme levier contre la Russie. Je suis curieux de savoir ce que tu en penses, Scott.
Ce sont des avoirs russes qui se trouvent actuellement dans des banques européennes. Je sais qu'ils sont gelés et l'UEM a déclaré qu'elle utiliserait les intérêts de cet argent pour reconstruire l'Ukraine. Mais est-ce que tout cet argent ne devrait pas être consacré à la reconstruction de l'Ukraine afin de s'assurer que Poutine ne puisse plus jamais y toucher? Concernant les avoirs russes gelés, je pense que cela fait partie de la négociation avec le président Poutine. Je ne pense donc pas que nous devrions les saisir immédiatement. C'est un atout dans le cadre de ce grand processus de négociation, et nous verrons si une partie ou la totalité de ces avoirs sera utilisée pour la reconstruction de l'Ukraine. Comment voyez-vous cette grande table de négociation dont il parle? Qu'est-ce que la grande? S'agit-il uniquement de l'Ukraine? Ou pensez-vous qu'il parle de quelque chose de plus vaste que cela? Oh non, non. S'il parle de la saisie potentielle, de la richesse souveraine de la Russie qui a été illégalement gelée par l'Occident et dont ils ont illégalement détourné les intérêts, on parle d'une toute petite table appelée l'Ukraine. La Russie ne va pas jouer à ce jeu. Je veux dire, Scott ne comprend pas que Poutine ne va tout simplement pas jouer à ce jeu. Donc, quoi que vous pensiez obtenir avec la Russie, cela n'arrivera pas si vous saisissez leur argent. Désolé, Scott. C'est comme ça que ça se passe, et l'Europe le reconnaît. Vous venez de voir, je crois, le chef du gouvernement belge dire « Nous ne saisissons pas leur argent, nous ne pouvons pas ». Parce qu'une fois que cela se produit, cela déclenche une réaction en chaîne catastrophique qui se termine par la destruction du système financier occidental. Et Scott Ritter le sait. Il joue simplement à des jeux stupides. Encore une fois, c'est l'un de ceux qui poignardent Trump dans le dos, car ce n'est pas le genre de conseil qui favorise un résultat positif. Scott Ritter est un type russophobe qui pense avec une mentalité de guerre froide. Ce n'est pas un faiseur de solutions. Il n'essaie pas d'aider à résoudre ce problème. Il est comme Marco Rubio, assis là, à faire semblant d'être aux côtés de Donald Trump et de l'aider, alors qu'en réalité, il poignarde Trump dans le dos lorsqu'il s'agit d'obtenir de meilleures relations entre les États-Unis et la Russie. L'idée que la richesse souveraine de la Russie puisse être volée sans créer de problèmes insurmontables avec la Russie est tout simplement absurde au plus haut point. La bonne nouvelle, c'est que le monde le sait. La mauvaise nouvelle, c'est que cela ne fait que créer de la confusion là où il ne devrait pas y en avoir, car nous devrions parler de la grande table. La grande table, c'est là où nous pouvons discuter de la réduction des armes stratégiques. Nous pouvons parler de l'exploration et de l'exploitation conjointe de l'Arctique. Nous pouvons évoquer le retour des géants de l'énergie en Russie. Nous pouvons discuter des investissements, de la levée des sanctions, de la normalisation des relations, toutes ces bonnes choses. Mais vous n'accéderez pas à cette grande table tant que les États-Unis retiendront en otage des centaines de milliards de dollars de la richesse souveraine russe. Pensez-vous qu'il parle de ces sujets, mais qu'il ne l'annonce tout simplement pas publiquement? Eh bien, ils ne peuvent pas prendre l'argent. Je veux dire, en plus, personne ne sait même comment ils commenceraient à faire cela. C'est illégal. C'est contraire à tout. Et quand on parle de banques et d'institutions financières, ce genre de choses compte vraiment, parce qu'une grande partie repose sur la confiance. Le moyen le plus rapide de perdre confiance dans le dollar, de perdre confiance dans le système bancaire occidental, c'est de commencer à saisir les avoirs des fonds souverains. Ensuite, plus personne ne voudra déposer son argent dans les banques occidentales. Et ce sera la fin. Et pour des pays comme la Belgique, le Luxembourg et d'autres,
dont une partie de l'économie dépend de la banque, ce serait leur fin. Donc je dois juste dire qu'il y a quelques personnes, quand elles ouvrent la bouche, j'écoute, mais je ne réagis pas de façon excessive. Vous savez Keith Kellogg, qui s'en soucie, Scott Besson, qui s'en soucie, Lindsey Graham, qui s'en soucie vraiment. Personne. Je veux dire, il y en a plusieurs. Quand ils parlent, on se dit simplement que ça n'a pas d'importance, parce qu'ils sont tellement déconnectés de la réalité que leur opinion n'a plus de valeur. La Russie, Scott. Tu es allé en Russie et tu as vu ce qui s'y passe, l'état d'esprit des gens là-bas. Penses-tu qu'ils se soucient vraiment de la sensibilité de la Russie face à l'envoi d'armes par l'Amérique, les États-Unis, à l'Ukraine? Je veux le savoir, parce que lors de la réunion entre Poutine et Donald Trump, je ne sais pas s'ils ont parlé de ces sujets, des renseignements et des armes que les États-Unis essaient de fournir. Ils parlent peut-être de l'OTAN, mais tout tourne autour de l'Ukraine. C'est pas une question de temps. Écoutez, Sergueï Lavrov et d'autres diplomates russes l'ont dit clairement. Ils savent ce qui se passe. Ils savent que les États-Unis continuent de fournir des armes. Ils savent que les États-Unis continuent de fournir des renseignements. Ils comprennent cela. C'est simplement la réalité dans laquelle ils se trouvent actuellement. Cela ne change rien. Ce qui se passe sur le champ de bataille n'est pas affecté par cela. C'est juste une réalité. Mais les Russes ont déclaré qu'il ne pouvait pas y avoir de paix durable avec l'Ukraine tant que les États-Unis fournissent des renseignements, des armes, etc. Que pour obtenir la paix que Donald Trump prétend vouloir, les États-Unis devront cesser toutes les actions qu'ils mènent actuellement. Mais la Russie fait face à cette situation depuis plus de 3 ans maintenant, et elle est en train de gagner. Donc, du point de vue russe, ils vont simplement continuer à gérer cela encore un peu plus longtemps. Maintenant, ça c'est le gouvernement russe. Ils sont très pragmatiques. Je peux vous dire que le peuple russe est furieux parce que nos armes tuent des soldats russes. Vous savez, chaque jour, il y a une mère, une épouse, une fille, une sœur qui a perdu un être cher. Et ils sont tués par des armes fournies par les Américains. Les Russes ont du mal à concilier l'idée que les États-Unis cherchent à instaurer la paix tout en fournissant à l'Ukraine les ressources qui lui permettent de tuer des soldats russes. Cela ne veut pas dire que la Russie va abandonner. Cela signifie simplement qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'amertume dans le cœur des Russes et ils n'adhèrent pas forcément à l'idée que Donald Trump est un homme bien. Écoutez, les Russes veulent la paix. Ils l'ont répété à maintes reprises. Mais ils ont aussi dit qu'il s'agissait d'une paix par la victoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir la paix sans la victoire. La victoire d'abord, puis la paix. Et c'est l'état d'esprit du peuple russe en ce moment. Ils veulent que cette guerre prenne fin, mais ils ne sont pas prêts à faire les concessions qui leur priveraient de la victoire acquise par le sang des soldats russes tués par des armes américaines. Lavrov a déclaré qu'il n'avait pas évoqué une rencontre entre Vladimir Poutine et Zelensky lors des discussions. Et quand on regarde les États-Unis et l'administration Trump, d'une certaine manière, Donald Trump a déclaré « Donc, nous avons terminé les discussions avec Vladimir Poutine. La prochaine fois, ce sera Zelensky qui parlera à Vladimir Poutine. Ils pourraient m'inviter. S'ils veulent que je sois là, j'y serai. » Alors, puisqu'ils n'en ont pas parlé, comment pouvez-vous proposer cela après cette réunion? Eh bien, disons-le comme ça. Donald Trump est arrivé à cette réunion avec une certaine liste d'attentes. Ils n'ont parlé d'aucune d'entre elles. Ils ont parlé de celles que la Russie voulait aborder. Mais cette liste existe toujours. Cette liste continue d'influencer les options politiques de Trump. Donc c'est comme si je te disais, « D'accord Nima, on va se rencontrer. Et quand on se verra,
On va parler de certaines choses. Je vais te faire rencontrer McGregor. Tu vas le rencontrer en face à face. Toi et McGregor, vous allez vous rencontrer. Ça va arriver. Et on va faire ceci, cela et autre chose. Et puis toi et moi, on se retrouve et je ne mentionne pas du tout McGregor. Tu ne mentionnes pas McGregor. On ne mentionne rien. Mais une fois la réunion terminée, je me dis un peu, oui, j'ai eu une bonne réunion avec Nima, et tu sais, je pense que la prochaine fois, il va rencontrer McGregor et nous allons... Tu vois, c'est parce que c'était sur ma feuille. C'était à mon ordre du jour. Je n'en ai pas parlé, mais c'est toujours à mon ordre du jour. Je vais quand même en parler. Mais tu vas rester là à te dire on n'a pas parlé de McGregor. Ce n'est pas sorti de ma bouche. C'est exactement ce qui se passe ici. Tu sais, Trump veut une réunion avec Zelensky. Il veut que Poutine rencontre Zelensky. Les Russes disent non. Je veux dire, on pourrait dire en théorie, mais on ne peut pas avoir d'accord avec lui. Ce n'est pas un président légitime, tu vois, et ça énerve vraiment Trump. Tu as vu ça l'autre jour dans ce truc. Tu sais, des conneries. Ils vont l'accepter quoi qu'il arrive. Excuse mon langage, mais tu sais, le président l'a dit. Pourquoi pas moi? Mais oui, il vit vraiment dans un monde imaginaire. C'est là qu'il a vraiment besoin de gens compétents autour de lui. Je ne dis pas que j'ai toutes les solutions. Je travaille avec un groupe de personnes qu'on appelle l'Initiative pour la paix de Poughkeepsie. Et nous sommes en train de former ce que nous appelons une équipe d'engagement citoyen. Nous offrons nos services au président parce que nous disons « Vous recevez les pires conseils du monde sur la Russie. Accordez-nous au moins une audience. Écoutez-nous. Amenez votre équipe A. Nous viendrons avec l'équipe B et on appellera ça le Super Bowl des idées. » Et je peux parier qu'à la fin de la journée, l'équipe B écrase l'équipe A. Parce que votre équipe A n'a aucune idée de ce qu'elle fait. Et vous êtes le président qui prétend vouloir la paix. Je veux dire, c'est à ce point-là. Il reçoit simplement des conseils épouvantables. Des conseils épouvantables de la part de personnes. Des personnes qui ont un agenda qui n'est pas celui du président. Et j'aimerais qu'il puisse s'en rendre compte. Vous savez, il était aveugle à John Bolton et Mike Pompeo lorsqu'ils ont saboté ses efforts pour parvenir à la dénucléarisation de la Corée du Nord. Et aujourd'hui, je pense qu'il est aveugle concernant, vous savez, Marco Rubio. Il est aveugle concernant Scott Berson. Il est aveugle concernant Keith Kellogg. Ces gens ne veulent pas la paix avec la Russie. C'est la dernière chose qu'ils souhaitent. Ils vont rester là à dire toutes les belles choses, mais ensuite, ils vont se retourner et promouvoir ces récits fondamentalement erronés, ces récits sans fondement factuel. Le président mérite mieux, surtout si nous, le peuple, voulons qu'il réussisse. Donc on verra. Je ne sais pas si nous aurons une audience, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je peux vous assurer que nous allons essayer, car comme vous l'avez vous-même souligné, les incohérences de l'approche politique du président sont manifestes. On devient fou à essayer de comprendre. Ce que je constate aux États-Unis, c'est que ces gens ont d'une manière ou d'une autre réussi à gagner du temps pour leur agenda, pour l'agenda de l'establishment en Ukraine. Ils ont déjà fait ça pendant l'affaire Russiagate. Mais ils ont réussi d'une certaine manière à obtenir une sorte de... Ce n'est pas très fort dans les médias, mais ils ont réussi à gérer Donald Trump jusqu'à présent comme ils le voulaient. Et c'est pas seulement... Vas-y. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Et ils l'ont fait lors de son premier mandat. Russiagate lui a complètement lié les mains, tu n'imagines même pas. Devine quoi? Russiagate, c'est fini. Non seulement c'est fini, mais ça devient une infraction pénale. Des gens sont arrêtés, d'autres vont l'être. Des gens sont inculpés. Ceux qui ont soutenu ce récit ne sont plus au pouvoir et seront bientôt exclus de la société. Je ne sais pas si j'approuve totalement cela. Je ne suis pas fan des chasses aux sorcières politisées.
not a fan of politicized witch hunts, but the point is, the Russophobes. Mais le fait est que les russophobes ont aussi été neutralisés. Il n'y avait pas de conflit lors du premier mandat. Il y en a un maintenant. Pourquoi gagner du temps, si vous êtes européen, pour que l'Ukraine se fasse écraser? Très bien. La Russie est prête à jouer à ce jeu. Comme je te l'ai dit, les pertes sont intenables. 90 000 par mois, bientôt 100 000 par mois pour l'Ukraine. Par mois. Ils ne peuvent pas tenir à ce rythme. Alors, pourquoi gagner du temps? Ce n'est pas comme s'il y avait un arc-en-ciel au bout duquel vous alliez trouver un trésor. C'est une catastrophe. C'est juste un pont effondré au bord d'une falaise et vous tombez en enfer. Voilà le chemin qu'ils empruntent. Tout ce qu'ils font, c'est tuer plus d'Ukrainiens. Ils s'en moquent, mais ils ruinent aussi l'Europe. Enfin, voyons, Nima, tu es plus intelligent que moi. Je le sais. C'est pour ça que je viens dans ton émission, parce que j'apprends bien plus de tes questions que quiconque n'apprend de mes réponses. Tu sais ce qui se passe en Allemagne en ce moment. Tu connais l'état de leur économie. Tu sais que le gouvernement français est sur le point de s'effondrer, littéralement. Je veux dire, il ne tiendra peut-être pas le mois, et le mois est presque fini. Et tu sais, quand le gouvernement français tombera, l'Europe a déjà dit que le prochain gouvernement, quand Macron partira, il se peut qu'il parte. Ils ont dit que ce seront les poutinistes. Les poutinistes vont arriver, Marine Le Pen et tout ça. Eh bien, c'est la fin de la France. Et devinez quoi d'autre va se passer. L'AfD est aujourd'hui le parti politique le plus populaire en Allemagne. Et je crois que la dirigeante a déclaré que oui, quand ils gagneront, ils quitteront l'UMLMR. C'est fini. Terminé. Au revoir. Sayonara. C'est la fin de l'Europe. Si la France et l'Allemagne quittent l'UMLMR, l'Europe n'existe plus. L'Europe unifiée. C'est fini. C'est terminé. Et alors, vous verrez une fragmentation comme jamais auparavant. Alors, pourquoi essayez-vous de gagner du temps? Les gens doivent comprendre. Plus vous gagnez de temps, plus vous prolongez ce processus absolument insensé et voué à l'échec qui a pris l'Europe en otage depuis le début de 2022, plus vous garantissez un résultat très favorable à la Russie et très défavorable à l'Europe. Et ce n'est pas bon pour les États-Unis. Je veux dire, nous avons besoin de stabilité. Je suis un Américain qui ne croit pas en l'Union européenne. Vraiment pas. Je pense que c'était une expérience vouée à l'échec dès le départ. Mais je suis aussi un Américain qui dit que c'est dans notre intérêt. Vous savez que je suis sensible au point de vue russe. Je crois que l'histoire est du bon côté de la Russie. Et je pose tout le temps cette question aux Russes. Est-ce dans votre intérêt de voir l'Europe s'effondrer? Est-ce dans votre intérêt de voir l'OTAN échouer? Et les Russes répondent, non, en fait, on aime plutôt la stabilité. On ne veut pas que l'Europe disparaisse. On ne veut pas que l'OTAN disparaisse. On veut juste qu'on nous laisse tranquilles. Peut-être apprendre à vivre en paix et en harmonie. La dernière chose que la Russie souhaite, c'est le chaos en Europe. Ce n'est pas bon pour la Russie. Le chaos, c'est mauvais. Et pourtant, c'est exactement ce que font ceux qui s'opposent à une victoire russe et qui prolongent cette guerre en Ukraine en jouant la carte du retardement avec Donald Trump. Ils garantissent simplement une issue vraiment, vraiment mauvaise pour l'Europe. Une issue très mauvaise. La fin de l'UMMA. La fin de l'OTAN. Et c'est là que ça devient inquiétant, car nous ne savons pas ce qui va se passer. Mais nous avons quelques indices. Toute l'idée de l'Union européenne était de s'assurer qu'il n'y aurait plus de guerre terrestre à grande échelle en Europe. Eh bien, ils ont échoué. Il y en a une en cours en Ukraine en ce moment. Mais vous savez que, au sein de l'alliance de l'OTAN, Mark Rutte dit que c'est l'alliance la plus forte, qu'elle n'a jamais été aussi forte. Mon Dieu, elle est tellement puissante. Je suis vraiment impressionné. Nous pouvons soulever plus de poids que le candidat à la mairie de New York. Mais ce n'est pas très impressionnant puisqu'il ne peut soulever que 61 kilos avec de l'aide. Bref, laissons cela de côté. Le fait est qu'au sein de l'OTAN aujourd'hui,
Au cœur de l'Europe, il y a trop de mini-OTAN qui apparaissent. Il y en a une, je crois que c'est le Kosovo, la Croatie et l'Albanie. Je pense que la Croatie et l'Albanie bénéficient de leur appartenance à l'OTAN. Le Kosovo, lui, ne l'est pas. Ce n'est pas un État membre de l'OTAN. Ils ont donc créé une alliance militaire, un cadre de sécurité en dehors de l'OTAN, avec 2 membres de l'OTAN. En face, on retrouve la Hongrie, la Slovaquie et la Serbie, qui n'est pas membre de l'OTAN, et ils ont formé une alternative, un bloc militaire opposé. Donc, quand l'Europe s'effondrera, et cela arrivera, nous verrons des guerres en Europe. Nous verrons des guerres qui seront horribles. Des guerres qui rivaliseront avec ce qui se passe en Ukraine, en termes de mort et de destruction. L'Europe se condamne à un nouveau siècle de conflit. Et le conflit ne se limitera pas à ces États marginaux. On voit déjà la Pologne tenir des propos très durs contre les banderistes. Et vous savez, si vous écoutez Naryshkin, le chef du service de renseignement extérieur russe, l'un des objectifs de la Russie pourrait être de se débarrasser du cancer bandériste en faisant en sorte que l'Ukraine occidentale passe sous contrôle polonais. Il y aura une purge, comme vous n'en avez jamais vu. Il y aura des représailles. Ce sera horrible. Mais si la Pologne récupère ses territoires orientaux, que vont dire les Allemands à propos de la Silésie, de la Poméranie et de la Prusse orientale, qu'ils ont dû céder à la Pologne pour compenser les terres prises par l'Union soviétique? Vous pensez que les Allemands vont rester là sans rien faire et dire « oui, ça va » ? Non. Donc maintenant, on envisage quoi? Une guerre germano-polonaise. Qui va soutenir les Polonais? Les Baltes. Qui va se ranger du côté des Allemands? Je ne sais pas. Peut-être la France. Peut-être pas. Peut-être que la France ne le fera pas. Donc maintenant, vous avez une guerre avec la France et l'Allemagne, même si je trouve cela peu probable. Mais cela pourrait arriver. Les Britanniques, ils sont partout à semer des problèmes. Ils ont signé un accord avec la Pologne. Ils ont étendu leur parapluie nucléaire à la Pologne. Donc maintenant, si les Allemands et les Polonais commencent à se battre pour la Silésie, la Poméranie et la Prusse orientale, où le Royaume-Uni va-t-il intervenir? Si le Royaume-Uni s'en mêle, la France a en quelque sorte étendu le sien aussi. Donc maintenant, l'Allemagne va essayer de dire « Eh bien, nous avons besoin de l'arme nucléaire, soit pour la développer eux-mêmes, soit la Russie. » On aimerait discuter un peu. Cette chose, l'Europe, ce que nous concevons comme l'Europe, n'existera plus. C'est fini, à moins qu'ils n'arrêtent cette folie immédiatement. Arrêtez-la tout de suite. Je ne dis pas que l'UEM mérite d'exister. Ce que je dis, c'est que pour le bien de l'humanité, l'Europe n'a pas besoin de sombrer dans le chaos et l'anarchie. Elle a déjà tellement de problèmes. Le problème de l'immigration, par exemple. Je veux dire, si l'Allemagne était envahie aujourd'hui, seulement 16% de la population masculine a déclaré qu'elle serait prête à donner sa vie pour défendre l'Allemagne. C'est si l'Allemagne était envahie, 16%. Que se passe-t-il si l'Allemagne tient sa promesse d'aller en Ukraine? Quel pourcentage d'hommes allemands va dire « oui, nous allons mourir en Ukraine » ? Aucun. Personne en Europe ne veut mourir en Ukraine. Et pourtant, l'OTAN et l'Europe se crucifient sur cette croix. De toute façon, les Russes ne veulent pas ça. Les Russes ne veulent pas ce genre d'instabilité. La Russie aime la prévisibilité. La Russie aime savoir ce qui va se passer. Il est plus facile d'élaborer une politique de cette manière. Il est plus facile d'allouer des ressources si l'on a une bonne idée de ce que sera l'avenir. Donc, l'idée que la Russie se réjouit de l'effondrement de l'Europe et de l'OTAN est tout simplement absurde. La Russie préfère la stabilité. La Russie préfère la prévisibilité. Et en ce moment, nous n'avons que de l'instabilité et de l'imprévisibilité. Mon anglais est horrible. Je m'excuse. Trop de syllabes. Too many syllables.
Scott, en ce qui concerne l'OTAN, je pense que le point crucial à propos de l'OTAN, c'est que l'OTAN n'est pas une force défensive, c'est une force offensive. C'est le problème avec la stratégie de ces guerres sans fin que poursuit l'OTAN. Voilà le problème. En ce qui concerne la Russie, et en ce moment, la frontière de la Russie, vous vous approchez tellement près de la Russie, jusqu'au seuil de la Russie. Comment pouvez-vous imaginer que la Russie ne réagirait pas? Et d'un autre côté, je ne vois pas. Si les États-Unis décident de maintenir l'OTAN comme une force défensive, que quiconque aurait le moindre problème avec l'OTAN, personne n'attaquerait l'Allemagne. Qu'est-ce que la Russie aurait à gagner à attaquer l'Allemagne? Qu'est-ce qu'ils veulent de l'Allemagne? La Russie veut une meilleure relation, des liens économiques avec l'Allemagne. Ils ne veulent pas la guerre avec l'Allemagne. C'est pour cela que la Russie se bat, à mon avis. Look, now we get into Écoutez, là on aborde un sujet un peu sensible. Mais la Russie a un problème démographique. On voit la Russie adopter en ce moment des lois pour encourager la natalité parmi la population russe parce que sa population est en déclin. Et à cause du conflit en Ukraine et de l'expansion de l'OTAN, la Russie a dû augmenter la taille de son armée. Elle compte maintenant 1,3 million de soldats. Il est probable qu'on atteigne 1,6 million d'ici la fin de l'expansion. 1,6 million de personnes sous les armes. Et cela retire des gens du marché du travail. C'est pourquoi on voit la Russie se demander aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire venir des Indiens? Est-ce qu'on peut faire venir des étrangers dans notre main-d'œuvre? Les Russes ne souhaiteraient rien de plus que de voir l'OTAN déclarer « Nous sommes à nouveau une organisation défensive, retour à nos racines » et agir en conséquence. Je pense que l'on verrait alors la Russie réduire rapidement la taille de son armée, car elle pourrait ainsi réaffecter cette main-d'œuvre à l'économie, une main-d'œuvre qui serait bien rémunérée. Que se passe-t-il lorsqu'on a une main-d'œuvre bien payée? Les gens se marient. Vous savez, donnez un peu d'argent à un homme, il trouve une jolie fille, et la prochaine chose que vous savez, il a une maison et des enfants. C'est ce dont les Russes ont besoin. Ils ont de grandes valeurs familiales, mais il est difficile d'élever une famille quand on est dans l'armée. C'est pas le meilleur endroit au monde pour fonder une famille. Peut-être en tant qu'officier, un officier supérieur. Mais si vous êtes un homme du rang, si vous êtes là-bas dans les rangs, non, c'est incroyablement perturbateur. Et les Russes s'éloignent d'un système de conscription pour aller vers un système de contrat. Donc on parle de contrats à long terme, ce que nous appelons des engagements ici aux États-Unis. Mais encore une fois, vous allez être dans le domaine de la préparation à la guerre ou de l'entraînement à la guerre. Vous n'êtes pas chez vous à fonder une famille. Vous ne produisez rien. Donc, toute personne qui dit « Non, les Russes veulent vraiment renforcer leur armée, vraiment », ne comprend pas la Russie. Ce n'est pas du tout ce que veut la Russie. C'est exactement le contraire de ce que veut la Russie. La Russie fera ce qu'elle doit faire pour se protéger. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais les Russes préféreraient, plutôt que d'agrandir leur armée de 600 000 hommes, voir ces 600 000 personnes intégrer la population active, travailler de manière productive, fabriquer des choses bénéfiques pour la Russie et pour ses partenaires économiques, gagner un revenu stable, payer des impôts, puis se marier et fonder une famille. Beaucoup d'enfants, car la Russie a besoin d'enfants. Toute cette histoire de guerre, cette mobilisation permanente, ce n'est pas bon pour la santé d'une nation. Pas seulement pour la santé économique, mais aussi pour la santé démographique. L'Europe est confrontée à ce problème. On observe une baisse des taux de natalité partout. C'est en quelque sorte le danger de l'immigration, car on introduit alors des valeurs non traditionnelles dans des sociétés qui sont définies par des valeurs traditionnelles. It dilutes the
Cela dilue le caractère unique, vous savez, des nations. La Russie a passé 25 ans à reconstruire ce que cela signifie d'être russe. Vous savez, il fut un temps où les Russes étaient prêts à abandonner la Russie. Ils abandonnaient la Russie. Ils ne croyaient plus en la Russie. Ils avaient perdu foi en la Russie. Pas aujourd'hui. Je dois dire que je suis profondément impressionné par les Russes. Ce n'est pas une société parfaite. Rien ne l'est. Rien n'est parfait. Mais ils sont sacrément bons. Je veux dire, ce sont des gens qui, dans l'ensemble, sont heureux d'être qui ils sont. Heureux là où ils sont. Est-ce que les choses pourraient être meilleures? Bien sûr. Est-ce qu'ils travaillent à les améliorer? Oui. Mais vous savez, les Russes aiment être Russes. Ils sont fiers d'être Russes. Et ils ont de nombreuses raisons d'être fiers. Je pense que la Russie aimerait que les Européens soient aussi fiers d'être qui ils sont. Les Russes ne m'en veulent pas d'être un Américain fier. Certains se grattent la tête et disent « Mais de quoi es-tu fier ?» Et moi, vous savez, je réponds « Du potentiel ». Je pense que l'Amérique a plus de potentiel que n'importe quel autre endroit au monde, parce que nous ne sommes pas prisonniers de notre histoire. Nous vivons, vous savez, dans une prison d'idées. Et si nous pouvions simplement être à la hauteur de ces idées et de ces idéaux, nous pourrions vraiment être sacrément cool. Mais c'est pas ce que nous faisons. Donc, oui, tu sais, mais j'aime le potentiel de l'Amérique. Et les Russes sont du genre, j'adore un gars qui aime son pays. Les Russes aiment une personne qui aime son pays. Ils ne t'en voudront jamais de dire, je suis fier d'être américain, ou je suis fier d'être iranien, ou je suis fier d'être brésilien, ou je suis fier d'être canadien. Ils disent, bien tu es fier de ton pays. Nous aussi. Donc nous avons beaucoup en commun. Tu aimes ton pays, j'aime le mien, entendons-nous. Les Russes sont formidables à ce sujet. L'Europe, plus tellement aujourd'hui. Et c'est triste. C'est triste. J'ai vécu en Europe, j'ai grandi en Europe, j'ai grandi en Allemagne et j'ai beaucoup voyagé. Dans les années 80, j'ai eu le Passerade. Tu mets un sac à dos sur ton dos et tu pars simplement. Et pendant 2 mois, j'ai tout simplement pris des trains, j'ai campé et j'ai parcouru toute l'Europe. Et on pouvait aller partout en voiture. Mes parents, à chaque fois qu'ils prenaient des vacances, on allait dans un endroit différent en Europe. C'était tout simplement fantastique. J'adorais l'Europe. J'aimais tous les aspects de l'Europe. J'adorais franchir les frontières. J'adorais passer de l'Allemagne où j'avais mes marques allemandes à l'Italie pour obtenir des lires italiennes. Et puis, vous savez, une des premières choses qu'on fait en arrivant à la gare, c'est d'aller échanger son argent pour obtenir la nouvelle monnaie. Et là, on se dit, je suis en Italie. Et je sais vraiment que je suis en Italie parce que j'ai des lires. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tout est en euros. Ils ont en quelque sorte effacé les frontières. Et je sais que c'est censé être pratique. Mais l'Europe a perdu de son attrait. Elle a perdu ce que cela signifiait d'être européen. Enfin bref, j'ai trop bavardé à ce sujet. Pensez-vous que, disons-le ainsi, les anciens États austro-hongrois, avec la Serbie, pourraient réellement former une contre-coalition pour résister à la stratégie de guerre sans fin de l'OTAN? Est-ce possible? Vous savez, si l'Europe était en bonne santé, et si l'OTAN l'était aussi, ce serait presque impossible que cela arrive. Mais quand on commence à parler d'effondrement, et nous allons assister à un effondrement, tout devient possible. Ce qui va se passer, c'est que l'Europe va se fragmenter en différentes factions, et vous venez d'en identifier une, à savoir l'ancien empire austro-hongrois. C'est incroyable comme les gens oublient leur histoire. Et je vous remercie beaucoup d'avoir soulevé ce point. Merci de l'avoir mentionné, parce que moi, par exemple, en Turquie, vous savez, tout le monde parle de la Turquie. Et je leur dis, vous savez, il y a un peu plus de 100 ans à peine, il y avait un califat en Turquie, le sultan. Vous savez, l'Empire ottoman était là. Quand on parle de la Syrie,
On dit littéralement qu'il y a 100 ans, c'était l'Empire ottoman. La Turquie, l'Irak, tout ça. Les gens disent 100 ans, c'est pas si loin. Je veux dire, on parle de 1925. Si je parle de l'histoire américaine, ah oui, les garçons, les années folles, mes grands-parents étaient vivants pendant les années folles. Donc on se rend compte qu'il y a une connexion directe. Mais d'une certaine manière, quand on applique ça à une autre partie du monde, c'est comme non, 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 non. Pourquoi mentionner l'Empire austro-hongrois? Parce qu'il a existé. C'était réel. Et on parle des grands-parents ou arrière-grands-parents des gens. Il y a des personnes vivantes aujourd'hui qui ont connu des gens qui vivaient sous l'Empire austro-hongrois. Il y a une transmission directe de l'histoire, des émotions, des connaissances, des informations. Donc c'est pas disparu. Ainsi, lorsque les gens observent, lorsqu'ils constatent l'échec de l'État européen aujourd'hui, et que les gens vont chercher des alternatives, vous pouvez être sûr qu'il y aura des personnes pour dire « Hé, le cœur de l'Empire austro-hongrois, vous savez, nous devrions nous rassembler à nouveau et collaborer pour devenir des alliés. » Oui, on peut tout à fait l'imaginer. Et c'est un peu ce qu'on voit avec la Serbie, la Hongrie et la Slovaquie. C'est en quelque sorte un noyau, le noyau slave de l'Empire austro-hongrois. Pas totalement slave, les Hongrois ne sont pas slaves, mais vous savez, c'est un noyau où ils partagent des valeurs communes, une histoire commune, et ils ont clairement des adversaires en Europe. Les Croates, les Kosovars, les Albanais. Et qui sait, peut-être que l'Autriche rejoindra leur rang. On ne sait jamais. Une fois que l'Europe commence à s'effondrer, tout devient possible. Tout est permis. Pensez-vous que l'administration Trump essaie d'une certaine manière de banaliser la violence extrême et le génocide à Gaza? Je ne sais pas s'ils essaient de normaliser cela. Je pense qu'ils l'ignorent, parce qu'ils savent que ça existe. Ils ont facilité cela. Écoutez, Donald Trump, vous savez, j'ai compris. Quand j'ai tort, j'ai tort. Vous savez, quand Donald Trump est sorti et a dit, vous savez, dépeuplement de Gaza, j'en ai parlé avec vous. J'ai dit, il ne peut pas vraiment vouloir dire ça. Ça doit être une manœuvre. Et puis bien sûr, quand il y avait une contre-offre, je me suis dit, ah, vous voyez, il a fait une offre. Il ne voulait pas vraiment que ça arrive. Il y a une contre-offre. Il s'avère qu'il voulait que ça arrive. Il s'avère qu'il voulait que ça arrive. C'est la politique de Donald Trump qui se déroule aujourd'hui. Le massacre du peuple de Gaza. Le génocide. Nous devons utiliser ce mot. Les gens n'aiment pas utiliser ce mot. Non, utilisez-le, car il correspond littéralement à la définition. Regardez. L'article 2 des Conventions de Genève définit ce qu'est un génocide. J'ai oublié ce que dit la loi américaine, section Mi-81 ou 9 du Code des États-Unis, je ne sais plus. Je ne suis pas juriste. Mais, vous savez, nous l'avons défini. Nous savons ce qu'est un génocide. Bon sang, on pourrait simplement utiliser notre propre précédent, vous savez, parce que les États-Unis, ils disent, eh bien, cela ne correspond pas à la catégorie de génocide. Quels étaient les critères pour qualifier de génocide les actes de l'État islamique contre les Yazidis? Exactement les mêmes critères qui existent aujourd'hui à Gaza, sauf que ce qui se passe à Gaza est d'un ordre de grandeur supérieur. L'incohérence de l'Amérique est folle. Mais l'incohérence est une chose, la criminalité en est une autre. Nous sommes littéralement des criminels de guerre ici. Alors que le monde entier débat de la question du génocide et autres sujets similaires, les juristes internationaux et d'autres personnes concernées sont promptes à dire « Le génocide est grave, mais il existe des choses pires que le génocide. » Les crimes de guerre et les violations massives des droits de l'homme peuvent se produire à une échelle et avec une ampleur qui dépasse largement les préjudices causés par un génocide. Le terme « génocide »
répond à des critères juridiques précis qui doivent être remplis pour pouvoir l'utiliser. D'autres choses graves peuvent également se produire. Quelle que soit la manière dont on considère Gaza, il s'agit d'un crime de guerre. C'est une violation massive des droits de l'homme. Et je crois qu'il correspond clairement à la définition du génocide telle qu'elle est énoncée, à la fois par les conventions de Genève et par la législation américaine. Et selon le précédent américain, la norme que nous avons nous-mêmes établie pour définir un génocide est largement dépassée à Gaza. Donc oui, enfin, nous y voilà. D'un côté, j'essaie de dire que j'aimerais créer une équipe d'engagement civil pour travailler avec Donald Trump afin de promouvoir de bonnes relations entre les États-Unis et la Russie. Et c'est vrai, je le souhaite. Mais d'un autre côté, je dois reconnaître que Donald Trump est l'un des plus grands criminels de guerre que le monde ait jamais connu, car il ne se contente pas de faciliter les crimes de guerre israéliens, il en est l'architecte. Il met en œuvre son plan, sa stratégie. Il est coupable. S'il existait un équivalent du procès de Nuremberg pour Gaza, et qu'il y avait une cour compétente et que Donald Trump pouvait y être traduit, il serait déclaré coupable et pendu jusqu'à ce que mort s'ensuive. Et il en serait de même pour tout un tas d'autres Américains. Car ce que nous faisons est impardonnable. Et pour le peuple américain, vous savez, je me suis assis là, vous m'avez entendu le dire, gratter un Allemand, vous trouvez un nazi. Je ne pardonne pas aux Allemands ce qu'ils ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale, et je ne le ferai jamais. Je suis comme ça. Je peux vivre en paix avec eux tant qu'ils reconnaissent qui ils sont et ce qu'ils ont été, vous savez, et qu'ils veillent à ne jamais reprendre ce chemin, ce qu'ils ne font pas en ce moment. Mais bon sang, qui sommes-nous? Nous, le peuple des États-Unis d'Amérique, nous avons adopté le sionisme. Et le sionisme est l'équivalent moderne de l'idéologie nazie. Il s'agit littéralement d'imposer des politiques génocidaires à un peuple. L'éradication du peuple de Gaza, des Palestiniens, de l'État palestinien, cette éradication ciblée, ce massacre à grande échelle. Ce qui se passe actuellement à Gaza est l'équivalent de ce que les nazis ont fait au ghetto de Varsovie. Et pourtant, personne ne veut reconnaître ces parallèles. Oh, comment osez-vous? Diffamation sanglante. Non, 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 je suis en fait gentil. Si je dis « Oh, tout ce que vous avez fait, c'est le ghetto de Varsovie », je suis gentil, parce que ce que vous faites est pire que le ghetto de Varsovie. Et le peuple américain est complice de cela. Chaque Américain doit se regarder dans le miroir et dire « Je suis un criminel de guerre. Je suis l'équivalent du bon Allemand. Je suis la personne qui est restée assise et a laissé cela se produire. » Je suis la personne qui a marché dans les rues et a vu la cendre tomber sur mon épaule, que j'ai brossée comme si de rien n'était. Je savais ce qui se passait là-bas, mais j'ai fermé les yeux. Mes voisins, qui faisaient ceci, cela et bien d'autres choses, ont disparu, puis j'ai vu des gens venir voler leurs biens et je n'ai rien dit. Nous restons les bras croisés pendant que les États-Unis facilitent le massacre de masse des Palestiniens. Dire la vérité est désormais une condamnation à mort. Les journalistes qui disent la vérité à Gaza sont tués, car la dernière chose qu'Israël souhaite, c'est que la vérité soit révélée. Benjamin Netanyahou admet lui-même qu'ils sont en train de perdre le contrôle du récit. Donc Israël doit trouver un meilleur moyen de manipuler les algorithmes et de faire ceci, non, et de tuer des journalistes. Tout journaliste qui se lève et dit « Vous commettez un génocide » se fait tuer. Si j'allais à Gaza, il me tuerait en un clin d'œil, instantanément. Toute personne qui va à Gaza, c'est une condamnation à mort. Voilà où nous en sommes actuellement. Je veux dire, on ne peut pas édulcorer la situation. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Comment faire deux choses à la fois? Et ce que je veux dire par là, c'est que j'ai du mal avec ça tous les jours, parce que les gens me sollicitent sans arrêt. Ils me disent « Scott,
Pourquoi tu ne concentres pas davantage sur Gaza? Et cela alors que j'essaie d'empêcher une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie. J'aimerais penser que c'est quand même assez important. Et c'est là que se trouve mon expertise. Environ 70 à 80% de mes compétences sont dans ce domaine. Oui, j'ai beaucoup d'expérience au Moyen-Orient, énormément d'expérience au Moyen-Orient, et j'ai beaucoup d'expérience en Israël. J'apprends à connaître la Palestine. Ça n'a jamais été ma cause, mais mon Dieu, c'est devenu ma cause aujourd'hui. Mais quand je regarde ce que je peux apporter, je suis plus efficace pour traiter la question russe que pour la question de Gaza. Mec, c'est dur. Mec, c'est dur. Parce que c'est là un massacre de masse commis en mon nom avec mes impôts. Et puis je me sens un peu coupable parce que je suis tellement concentré à essayer d'empêcher une guerre nucléaire avec la Russie que je ne consacre pas le temps que je devrais à ce qui se passe à Gaza. Et je dois l'admettre, je suis fatigué de regarder les images. Je suis fatigué de regarder les images. Ça me brise le cœur de voir ces enfants morts, ces mères mortes, ces civils morts, des gens qui essayent juste de vivre, mourant de faim. Une famine de masse. Mais comment cela peut-il arriver aujourd'hui? Comment ça peut-il arriver aujourd'hui? Aujourd'hui, à l'ère de l'information de masse, où tout est sous vos yeux. Ce n'est pas comme si vous lisiez un journal sur la famine des Indiens pendant la Seconde Guerre mondiale, lisant une histoire vieille de 3 mois. Non, cela se passe en ce moment même. Et que faisons-nous? Que faisons-nous? Ah, je vais devenir fou. C'est le genre de choses qui vous vide l'âme. Mais il faut continuer à avancer. C'est ça le truc. On ne peut pas gagner toutes les batailles. Il faut se battre dans celles qu'on peut gagner. Et en ce moment, je me consacre à la question russe. Et je ne lâcherai pas cette affaire. Mais ça me brise le cœur. Cela me ronge l'âme, parce que chaque matin, ils sont là. Des enfants morts, des parents morts, des civils morts, et les Israéliens qui jubilent devant eux. Et nous soutenons les Israéliens, et nous faisons comme si tout cela était normal. Nous faisons comme si Israël était un État normal, fonctionnel. Ce n'est pas le cas. C'est un cancer pour le monde. C'est un cancer pour l'âme de l'humanité. Je ne prône pas l'anéantissement du peuple juif. Non, cela n'a rien à voir avec la religion, même si, de plus en plus, c'est le cas. Parce que ce qui se passe, c'est que les Israéliens utilisent, vous savez, des thèmes religieux. Amalek, avons-nous oublié cela? L'invocation répétée d'Amalek, vous savez, la création d'une identité sous-humaine pour le peuple palestinien qui justifie son anéantissement au nom de la foi juive. Nous ne pouvons pas oublier cela. Savons-nous qu'il existe des bataillons d'érudits talmudiques spécifiquement recrutés dans des unités qui vont là-bas et commettent ces crimes horribles? Ils croient que Dieu leur permet de violer des Palestiniens jusqu'à la mort, et ils le font. Ils n'ont aucun scrupule à tuer des femmes et des enfants, parce qu'ils pensent que c'est la volonté de Dieu. Il y a un aspect religieux à cela, et c'est là que je condamne la communauté juive américaine. J'en ai assez de marcher dans ma rue et de voir « Nous soutenons Israël ». Cela signifie que vous soutenez le génocide, vous soutenez le meurtre de masse. Nous soutenons Israël veut dire que nous soutenons le meurtre. C'est tout. On ne peut pas soutenir Israël. Vous ne pouvez pas soutenir Israël sans réaliser que vous soutenez le meurtre. La communauté juive américaine, ils méritent tous d'aller en enfer. Maintenant, je sais qu'il y en a quelques-uns parmi eux qui font ceci, cela et autre chose. Peut-être plus qu'une poignée. Je leur accorde ce mérite. Mais collectivement, les grandes organisations juives, si vous soutenez Israël, vous soutenez le diable. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Vous êtes du côté de Satan. Ne me dites pas que vous êtes du côté du bien. Ne me dites pas que vous êtes le peuple élu de Dieu. Vous faites littéralement l'œuvre du diable, parce que c'est ce qu'est un génocide. Et je vais avoir beaucoup d'ennuis pour ça. Et je ne veux pas que votre chaîne soit bannie de YouTube à cause de mon emportement émotionnel. Donc,
désolé pour ça. Emotional outburst, so sorry about that. Je pense que les dernières cibles, quand on va combattre quelque chose comme la manière dont Israël tue des gens, ce sont les hôpitaux et les journalistes. Parce que c'est la dernière chose que l'on attaquerait. Ces personnes-là, elles vous font rien. Elles vous combattent pas. Elles ne font rien. Elles ne font littéralement que venir en aide aux blessés, à ceux qui souffrent. Et les vies que, voici ce qui s'est passé. Israël a attaqué un hôpital à Gaza. Puis les journalistes sont venus pour voir ce qui s'était passé, et ils ont attaqué de nouveau et tué les journalistes. Et voici ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement israélien. Noble profession, mais de nombreux journalistes ayant couvert les événements à Gaza, des soi-disant journalistes, ne sont en réalité que des terroristes portant un gilet de presse. Son accent britannique est vraiment incroyable à entendre, ainsi que la façon dont il essaie d'exprimer son point de vue. Et voici ce que nous avons vu dans les médias, Scott. Beaucoup de gens peuvent se demander « Qu'est-ce que c'est ?» Il s'agit de l'avion espion britannique, qui recueille simplement des informations le 28 juillet et les transmet aux Israéliens pour attaquer des personnes à Gaza. Et en même temps, ils essaient de dire qu'ils condamnent ce qui se passe à Gaza. Je pense que les Britanniques, ce qui se passe avec le gouvernement britannique, leur état d'esprit, leur stratégie, ce genre de manipulation au Moyen-Orient, c'est incroyable. Quoi qu'il en soit, je n'ignore pas le cas de l'Ukraine. Je mets le cas de l'Ukraine dans le même scénario. Tout tourne autour des Britanniques et de leur façon de penser à ces événements. Oui, écoutez, c'est les Britanniques qui essayent de rester pertinents. Ce sont les Britanniques qui comblent un vide de leadership laissé par les États-Unis. Nous avions l'habitude de pouvoir contrôler les Britanniques parce que nous travaillions très étroitement avec eux et que nous les subordonnions à notre volonté. Mais maintenant que nous avons créé des occasions pour que des failles apparaissent dans la relation, les Britanniques ont pris l'initiative de les combler. Il n'y a aucune morale. Écoutez, aussi mauvais que soient les États-Unis, il existe, croyez-le ou non, des barrières morales. Il y a des choses pour lesquelles nous disons « non, ça suffit ». Pour les Britanniques, il n'existe pas de « ça suffit ». Les Britanniques sont la pire nation au monde en ce qui concerne ce genre de choses. Ils peuvent vraiment adopter des politiques « non suffit » qui causent la mort de centaines de milliers, voire de millions de personnes, sans même sourciller. C'est tout simplement leur nature. Leurs services de renseignement n'ont absolument aucune âme. Vous savez, la CIA a fait des choses horribles. Je ne vais pas prétendre le contraire. Mais je dirais qu'au bout du compte, il y a une raison pour laquelle tous les agents de la CIA finissent alcooliques. Parce qu'au fond, ils savent que ce qu'ils ont fait est mal, et ils en ont honte. Les Britanniques, chez eux, il n'y a aucune honte. Ils vont tous chercher leur titre de chevalier, ils prennent leur retraite, ils organisent leur petite soirée huppée, et ils rient, ils gloussent en évoquant ce qu'ils ont fait, les crimes qu'ils ont commis au nom de Sa Majesté, que ce soit la reine ou le roi. Donc non, les Britanniques, ils jouent encore à l'Empire aujourd'hui. C'est ce qu'ils font. Ils essayent de manipuler dans l'ombre. Ils sont partout. Partout où il y a mort et destruction, on trouve la main des Britanniques. Avant de conclure cette session, je voudrais diffuser un extrait. À mon avis, c'est une tragédie. Mais voici ce qui se passe dans l'esprit du président des États-Unis. Russie, Ukraine, Iran, Israël, Hamas. Nous avons des réunions toute cette semaine sur ces trois conflits et nous espérons les résoudre avant la fin de l'année. Votre équipe est tout simplement incroyable. Et il n'y a qu'une seule chose que je souhaite, que le comité Nobel se ressaisisse enfin et réalise que vous êtes le meilleur candidat
que le prix Nobel de la paix ait jamais eu à considérer pour cette distinction. Au-delà de votre succès, c'est un véritable bouleversement dans le monde d'aujourd'hui, et j'espère qu'un jour tout le monde s'en rendra compte. Il semble que nous vivions d'une certaine manière dans une époque et un univers différents. I mean, it's shameful, first of all. Je veux dire, c'est honteux, tout d'abord. Pour un président censé rendre l'Amérique à nouveau grande, poursuivre cet objectif narcissique et égocentrique d'obtenir une récompense décernée par un groupe norvégien d'élitistes, une récompense qui a perdu tout son sens. Elle est devenue tellement politisée avec le temps. Je veux dire, ils l'ont donnée à Barack Obama pour n'avoir rien fait, rien du tout. Et il ne regarde même pas les personnes qui œuvrent réellement pour la paix. Il la distribue simplement pour des raisons politiques. En fait, ce n'était pas pour rien. C'était pour avoir bombardé le Yémen ou la Libye. Eh bien oui, en fait, ils la lui ont donnée avant qu'il ne bombarde la Libye. Cependant, oui, il aurait dû la rendre après avoir bombardé la Libye. Il aurait dû dire « Je n'ai pas respecté les valeurs qui sont censées être représentées ici ». Mais vous savez, au moins il l'a eu pour son potentiel. Vous savez, Trump, quelle guerre a-t-il arrêté? What war has he stopped? What war has he stopped? Quelle guerre a-t-il arrêté? Vous savez, l'Inde et le Pakistan, il ne l'a pas arrêté. Ce sont eux qui se sont arrêtés. Cambodge, Thaïlande, il y a toujours des tensions là-bas. Il ne l'a pas arrêté. On dit qu'il se mêle de tout, qu'il dit « Voilà, j'y ai touché, je l'ai arrêté ». Arménie, Azerbaïdjan. Et en fait, le corridor de Zangezur pourrait vraiment se transformer en une grande guerre à cause de son ingérence. Il n'a rien résolu là-bas. Il n'est pas... Regardez-moi, j'essaie d'obtenir un rendez-vous avec ce type. Et je veux, vous savez, dire « Hé, je suis là pour t'aider sur la Russie. » Donc je dois... Il est temps que je commence à me comporter un peu plus politiquement et diplomatiquement. Mais il n'est pas assez intelligent pour comprendre toutes les nuances de ces détails. La raison pour laquelle nous essayons d'engager le dialogue avec lui sur la Russie, c'est qu'il est conseillé par des imbéciles complets. Je veux dire, avec tout le respect que je dois à Steve Witkoff, il ne connaît absolument rien à la Russie. Il a de bonnes relations avec Kirill Dmitriev, mais c'est une relation qui n'existe que parce que Trump l'a envoyé et que Vladimir Poutine a donné du pouvoir à Kirill. Donc, ils ont cette relation. Mais il suffit d'écouter Witkoff. Il ne sait absolument pas de quoi il parle. Rien du tout. Keith Kellogg est à 100% un partisan de l'Ukraine. D'ailleurs, ils viennent de lui remettre une médaille pour avoir été un si bon partisan de l'Ukraine. C'est bon, Keith. Beau travail. Mais au moins, admets ce que tu es. Ne fais pas semblant d'être une sorte d'émissaire impartial cherchant la paix. Tu es clairement du côté de l'Ukraine. C'est pour ça que tu as reçu une médaille. Marco Rubio n'est qu'un va-t-en-guerre belliciste qui déteste la Russie. Retourne voir. Il n'a jamais dit une seule chose positive sur la Russie de toute sa vie. Il la déteste. Il déteste les communistes. Il déteste les Russes. Tout l'eau. Pete Hegseth n'est même pas assez intelligent pour diriger une boîte de briques. Encore moins le ministère de la Défense, qui apparemment va bientôt devenir le ministère de la Guerre. Ce sont ces gens-là qui conseillent Scott Bessing. Nous en avons déjà parlé, de l'approche imbécile qu'il adopte face à cette question russe. Aucune de ses politiques envers la Russie n'apporte la paix. C'est pour cela que nous essayons de mettre en place cette équipe d'engagement civil. Je pourrais être exclu, car si j'étais Donald Trump, je ne me laisserais pas approcher de la Maison-Blanche, après ce que j'ai dit. Mais je suis désolé, je ne vais pas m'excuser. C'est la vérité, et il faut la dire. Mais il est censé être America First. Pourquoi accorde-t-il autant d'importance à ce bavardage d'un groupe d'élitistes norvégiens? Cela montre qu'il n'est pas America First. Il est Donald Trump First. C'est Make Trump Great. Voilà, c'est ça le mouvement.
Et non, ce n'est pas bon pour l'Amérique. S'il voulait vraiment la paix, il pourrait résoudre le problème russe aujourd'hui. Il lui suffirait de décrocher le téléphone et de dire à Zelensky que c'est fini. Appeler les Européens et leur dire non, c'est terminé. On ne joue plus à ces jeux stupides. Mais il ne le fera pas. Au lieu de cela, il va faciliter la poursuite de ce conflit en promettant des armes américaines. Cette histoire va continuer encore plusieurs mois. Écoutez, on parle de 90 000 à 100 000 Ukrainiens morts par mois. D'accord, nous avons septembre, octobre, novembre, décembre, cela fait 4 mois. Je vous le dis tout de suite, cela fait 400 000 Ukrainiens morts d'ici la fin de l'année, en plus de ce qui s'est déjà passé. Cela s'ajoute aux 625 000. Cela fait plus d'1 million d'Ukrainiens morts cette année. Si le conflit se poursuit l'année prochaine, le taux de mortalité sera encore plus élevé. Donc vous allez discuter d'ici juin. Si cette guerre continue encore 1 an, cela fera 1,5 million de morts supplémentaires. Donc 2 millions d'Ukrainiens morts en plus. Voilà ce que Donald Trump propose. Vous voulez lui donner le prix Nobel pour ça? Vous êtes fou? Et ensuite, on arrive à Gaza. Ce qu'il a fait à Gaza, à lui seul, est disqualifiant. Disqualifiant. Terminé. C'est comme donner le prix Nobel à Adolf Hitler parce qu'il a évacué des troupes d'un coin du monde. Non, non. Mais vous avez commis l'Holocauste. Vous avez envahi l'Union soviétique. Vous avez permis l'ordre des commissaires. Vous avez commis des crimes de masse. On ne peut pas oublier ça. Donald Trump est le package complet. Et en ce moment, ce package est irrémédiablement corrompu par ce qui se passe en Israël. On ne peut pas pardonner cela. Et il n'y a rien à racheter. Oui, nous pouvons essayer de prévenir une guerre nucléaire avec la Russie, et nous devons le faire. Mais cela n'absout en rien Donald Trump des crimes qu'il a commis avec Israël. Et le fait qu'il ne le voit pas et qu'il pense que c'est un argument de vente montre simplement 2 choses. Premièrement, qu'il est vraiment un narcissique aveuglé par sa propre égomanie et qu'il est un acteur irrationnel à ce stade. Deuxièmement, que le peuple américain est vraiment le peuple le plus stupide de la planète, parce que nous avalons tout ça, parce que nous acquiesçons et disons « Oh oui », je veux dire sa base, allez, faites mieux. Vraiment, vous dites croire aux valeurs américaines, mais oui, enfin maintenant on part sur un autre sujet, mais vous savez, brûler le drapeau. J'aime le drapeau. J'en ai un au-dessus de moi. Ce drapeau a flotté à Watkins. C'est pour ça que je l'ai là. C'est le drapeau qui flottait au-dessus du quartier général de Watkins pendant que j'étais à Watkins. Et je l'aime. J'aime le drapeau américain. Je suis un ancien officier des marines, officier de service. J'ai dû lire le manuel du drapeau, connaître les lois, savoir comment traiter le drapeau, comment le manipuler, comment le hisser, comment le descendre, comment le plier, toutes ces choses. C'est l'emblème vivant de notre pays, l'emblème vivant de notre pays. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi sur le drapeau. Et pourtant, je défendrai le droit de quelqu'un de brûler ce symbole vivant de l'Amérique, parce que la Cour suprême a jugé que c'était une liberté d'expression protégée par la Constitution. J'aime tellement mon pays que je resterai là, les larmes aux yeux, pendant que vous brûlez mon drapeau, et je dirai, vous avez le droit de le faire. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je vous en veux. Mais vous avez le droit de le faire. Mais non, pas dans l'Amérique de Donald Trump. Nous avons un 3e amendement qui interdit le cantonnement de soldats dans les maisons des citoyens, ce qui reflète l'idée que nous ne voulons pas vivre dans une société militarisée. Pourtant, Donald Trump envoie maintenant des troupes dans ces grandes villes américaines pour lutter contre la criminalité. Mais comme l'a dit Benjamin Franklin, si vous êtes prêt à sacrifier la liberté pour la sécurité, alors vous ne méritez ni l'une ni l'autre. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et les villes où il les a envoyées ne sont pas nécessairement, vous savez, il faut se méfier, car ce sont aussi le cœur de l'opposition politique.
So he's literally sending American troops to occupy cities. Il envoie littéralement des troupes américaines occuper les villes où l'opposition à Donald Trump est la plus forte. Nous vivons dans une dictature. We live in a dictatorship. Je veux dire, la République constitutionnelle est sur le point d'être détruite par cet homme qui prétend vouloir rendre sa grandeur à l'Amérique. Mais la seule chose qui rend l'Amérique grande, c'est la Constitution. Nous sommes une République constitutionnelle, pas une dictature de Trump. Pourtant, c'est la direction que nous prenons aujourd'hui. Il se peut que le FBI vienne encore me rendre visite à cause de cela, mais tant pis. Il y a des choses pour lesquelles il vaut la peine de mourir. L'une d'elles, c'est la Constitution des États-Unis d'Amérique et ce que cela signifie d'être américain. Et aujourd'hui, malheureusement, le peuple américain est à la dérive. Today, sadly, the American people are adrift. You know, my wife, when she came here, had to take a test. Vous savez, ma femme, quand elle est arrivée ici, a dû passer un test pour devenir citoyenne américaine. Un test sur l'éducation civique, sur la Constitution. Et la note de passage est de 100%. On n'a pas le droit de faire d'erreur. Je vous le dis tout de suite, si chaque citoyen américain passait ce test aujourd'hui, les Américains de naissance, je dirais que plus de 95% échoueraient. Nous ne savons pas ce que cela signifie d'être américain. Nous avons perdu le contact avec qui nous sommes, ce que nous sommes. C'est pour cela que nous avons les politiques actuelles, parce que de vrais Américains ne soutiendraient jamais ce qui se passe en Israël. Les vrais Américains croient aux droits de l'homme, croient en la dignité de l'humanité. Tous les hommes naissent égaux. Vous y avez déjà pensé? Bref, voilà où nous en sommes. Désolé. Sujet difficile. Tough Thank you. topics. Oui, c'était incroyable. Merci beaucoup, Scott, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir de parler avec vous. Talking to you. Okay. D'accord. Merci beaucoup. Passez une excellente semaine.